Dans les pays du pourtour de l'océan Indien, elles avaient été déclenchées à la suite d'un violent séisme de magnitude 8,6 au large de l'île indonésienne de Sumatra, suivi de fortes répliques. Un tremblement de terre qui a suscité la panique de la population dans la crainte du tsunami de décembre 2004. Justin Villelongue. Des femmes apeurées, des scènes de panique dans les rues. Milieu d'après-midi à Banda Aceh, le point le plus proche du tremblement de terre. La population, encore marquée par le séisme de 2004, prend la route en ordre dispersé. Même scène de fuite au Sri Lanka ou sur l'île de Phuket. Partout sur le bord de mer, plages, hôtels, bureaux sont évacués à la hâte. Direction les hauteurs, d'où l'on scrute les mouvements de la mer. On est venu ici parce qu'on nous a dit qu'il y avait un tsunami. La dernière fois, en 2004, on a tout perdu. Alors depuis, à chaque séisme, on court comme ça. Le tremblement de terre s'est déclenché à plus de 400 km de là. D'une magnitude de 8,7, il est suivi de 3 répliques qui font craindre durant quelques minutes un tsunami de la même ampleur que celui de 2004. Le séisme qu'on a localisé est dans cette région-là, on va dire en mer, au niveau de l'océan Indien, tandis que le séisme de Banda Aceh était en fait sous ce chapelet d'îles qui est ici. Donc ce qui fait qu'il y aura sans doute moins de dégâts liés au séisme. On aura sans doute peu ou pas de victimes associées au tremblement de terre. Ni victimes, ni gros dégâts, car les vagues ne dépasseront finalement pas 1 mètre de hauteur. C'est un séisme majeur, donc qui va sans doute produire des répliques importantes qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, normalement avec des magnitudes qui vont aller décroissantes, mais on n'est pas à l'abri d'un autre séisme relativement important dans les heures ou jours qui viennent. La crainte de répliques demeure, mais pas le risque de tsunami. Tour à tour cet après-midi, tous les pays du pourtour de l'océan Indien ont d'ailleurs levé l'alerte qui courait jusqu'à l'île de la Réunion. Opération militaire pour demain matin 6h. Le régime syrien a adressé une lettre de l'ONU et de la Ligue arabe, Kofi Annan, dans laquelle il affirme qu'il respectera le cessez-le-feu tout en se réservant le droit de répondre à toute attaque. Mais à la veille de l'ultimatum, l'armée poursuit ses opérations sur le terrain. Nouveaux bombardements, notamment sur plusieurs quartiers de Homs. Au moins 11 civils tués encore aujourd'hui dans le pays. À Washington, les Américains attendent des actions concrètes de la part du régime. On écoute la porte-parole du département d'État américain. Nous avons vu cette annonce et vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous jugerons le régime de Bachar el-Assad sur ce qu'il dit et pas sur ce qu'il fait. En attendant, les violences ont continué aujourd'hui. La mort de celui qui fut le premier président de l'Algérie à l'indépendance, Ahmed Ben Bella. Il avait 95 ans. Il avait dirigé le pays entre 1962 et 1965 avant d'être renversé par Boumedienne. En France, les enquêteurs travaillent sur les enregistrements de vidéosurveillance du magasin Darty de Chambéry, près duquel un policier de la BAC a été tué par des cambrioleurs la nuit dernière. Le père de famille de 32 ans a été délibérément renversé par le 4x4 des hommes en fuite. Et Nicolas Sarkozy parle d'assassinat. La politique, la campagne, J-11 après François Fillon, le chef de l'État agite à son tour la menace d'un affolement des marchés en cas d'une victoire de François Hollande. On écoute Nicolas Sarkozy, suivi de la réponse de son rival socialiste. En 1981, il a fallu 2 ans pour que tout s'arrête, tout se retourne. En 2012, il faudrait 2 jours. On ne fait pas campagne non plus en promettant la ruine à un pays que l'on prétend aimer. Il me semble que c'est Nicolas Sarkozy qui est président de la République. S'il y a eu la perte du triple A, c'est à cause de la gauche ou à cause de la droite ? Et donc, si aujourd'hui il y a des tumultes sur le marché, c'est pas parce que des sondages annoncent que éventuellement je pourrais l'emporter au second tour. C'est que depuis 2 ans et demi, les solutions n'ont pas été apportées. Les hommages se sont multipliés tout au long de la journée après la disparition d'une grande figure de la résistance, Raymond Aubrac, qui s'est éteint hier soir à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Il avait 97 ans. Frédéric Agnès. Ce jour-là, Raymond Aubrac était venu assister à l'inauguration du mémorial Jean Moulin à Caluire. La même où le 21 juin 1943, les 2 figures du Conseil national de la résistance étaient arrêtées, puis menées à la prison de Montluc.
4 mois dans cette cellule de la Gestapo avant que son épouse, Lucie, le fasse évader. Lucie et Raymond Aubrac, de son vrai nom Raymond Samuel, deux légendes de la résistance. Ensemble, jusqu'à leur dernier souffle, ils ont mené une vie faite de combats. Pour la mémoire d'abord, avec ses échanges dans les lycées. Depuis la mort de son épouse en 2007, Raymond Aubrac, âgé de plus de 90 ans, avait poursuivi seul ses visites scolaires. Combat sur d'autres terrains, médiateur au Vietnam à la fin de la guerre en 1975, ou délégué de la FAO en Afrique pour lutter contre la famine. Un temps communiste, Raymond Aubrac avait finalement opté pour une autre gauche. Discours remarqué sur la laïcité en 2008 lors d'un meeting de Bertrand Delanoë. Depuis, il était resté très actif. À la radio encore l'an dernier, il faisait entendre son indignation. Nous avons des jeunes à qui la société ne donne pas le sentiment qu'elle les attend, qu'elle a besoin d'eux et qu'elle va leur donner une chance de faire une vie normale. Et ça, c'est le phénomène qui me trouble actuellement. Et pas plus tard que le mois dernier, il publiait encore une tribune dans le journal Libération avec Stéphane Hessel. Comme Raymond Aubrac aimait à le dire, le verbe résister se conjugue au présent, une devise qui a guidé sa vie entière. Football et la victoire de Montpellier au Vélodrome en match retard de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de René Girard s'imposent 3-1 face aux Marseillais. Un doublé pour Belanda et un but de Giroud. Montpellier conserve la tête du championnat et creuse l'écart avec le PSG deuxième. Tout de suite sur LCI, la météo, Catherine Laborde, puis le quotidien et l'invité de l'économie, Emmanuel Kessler, reçoit Eric Boustouler, le président de Microsoft France. Bonne soirée.